Salutations les plus cordiales de Courmayeur, depuis le siège de la Fondation Courmayeur-Mont-Blanc. Je suis Roberto Ruffier, je suis le président de l'Observatoire Système Montagne, Laurent Ferretti. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Fondation à cette rencontre en ligne pour présenter le nouveau numéro de ARCALP, le numéro 8. Ce nouveau numéro se penche sur un thème très important, sur un thème très actuel, les architectures destinées à la montagne qui produit. Eh bien, la montagne qui produit, qu'est-ce que c'est? C'est un fil rouge qui lie énormément d'activités qui ont été menées à bon port par la Fondation ces dernières années. Si vous avez bonne mémoire, vous savez que l'Observatoire sur le système montagne Laurent Ferretti est né en 1994. L'Observatoire est né autour de certaines idées très fortes. Tout d'abord, développer une vision positive de la montagne. Dans un des articles d'Arcalp, j'ai trouvé une expression que j'ai beaucoup appréciée, l'image en positif de la montagne. Passer de la montagne des problèmes, des criticités et de l'assistance, passer donc à une montagne à mesure de mettre en valeur les potentiels, les ressources locales, la culture locale. Une autre idée forte était la suivante, vivre de façon productive à la montagne. Eh bien, dans notre vision, et selon nous, la montagne a besoin d'une nouvelle habitabilité, d'une nouvelle façon d'habiter, mais la montagne a besoin de nouveaux habitants. Et la seule façon pour attirer de nouveaux habitants à la montagne, c'est de développer des activités économiques qui soient concurrentielles et qui soient attrayantes pour les nouvelles générations. Eh bien, sur ce thème, nous mettons au point une recherche en collaboration avec le Polytecnico de Turin, avec Roberto Dini, une recherche que nous avons entamée en 2021 sur la requalification du patrimoine sous ou exploité en Vallée d'Aoste. Nous allons bientôt terminer la première phase, une phase de reconnaissance sur le territoire et sur le patrimoine non utilisé. Eh bien, tout ce matériel sera résumé dans un atlas qui va réunir environ 50 fiches sur les différents bâtiments que l'on a ici sur le territoire. Nous pensons publier l'atlas avant l'été et on voudrait le rendre consultable en ligne à partir du site de la Fondation Courmayeur. Parallèlement, en collaboration avec CELVA, le consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, et avec le GAL de la Vallée d'Aoste, nous allons bientôt lancer une deuxième phase de la recherche. Une recherche qui devrait permettre d'identifier certains projets pilotes sur le territoire de la Vallée d'Aoste. Nous travaillons déjà avec les associations, avec les communautés locales pour mettre au point deux macro-thèmes. Le premier concerne les centres de services pour les nouvelles formes d'agriculture de montagne. Nous pensons à des structures souples, structures qui soient au service de plusieurs activités, activités variées, fruits et légumes, céréales, pouvant regrouper différentes fonctions, un espace destiné à la vente, un espace destiné au marché, un espace destiné aux entrepôts, un espace destiné au stockage, un autre espace destiné à la formation et la didactique. Un autre thème est celui qui concerne les espaces destinés aux maisons et aux services pour les travailleurs saisonniers. C'est un thème très ressenti. Donc, des logements sociaux destinés aux travailleurs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce et des remontées mécaniques. Donc, dans ce cas-là, nous nous occupons du monde du travail dans le sens large du terme. L'objectif étant le suivant, avoir des habitants stables sur le territoire.
Je m'arrête là, hein, mais avant de passer la parole aux intervenants, permettez-moi de formuler mes remerciements à l'Ordre des architectes de la vallée d'Ost, le président, M. Sapia, le conseiller Franco Accordi qui est avec nous et le staff tout entier. Je tiens à remercier la rédaction de Arcalp pour ce numéro magnifique de la revue et pour l'échange fructueux que nous avons toujours lorsque nous préparons les rencontres. Puis, je tiens à remercier tous les intervenants qui sont avec nous ce soir et l'équipe de Fondation Courmayeur qui, comme d'habitude, a énormément travaillé pour l'organisation de cet événement. Je souhaite à vous tous un bon travail et je passe le micro à Franco Accordi. Merci beaucoup. Buonasera a tutti. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la rude tâche de vous saluer au nom du Conseil des architectes. Notre président a été retenu par une réunion à laquelle il n'a pas pu se soustraire. Je tiens à remercier la Fondation Courmayeur avec laquelle nous collaborons depuis différentes décennies. La Fondation demande toujours notre participation à l'occasion de ces événements culturels et scientifiques très importants. Je remercie l'Institut agriculture de montagne du Polytechnico de Turin, le professeur De Rossi, le professeur Roberto Dini, qui nous impliquent toujours. Hein. Ils demandent toujours notre participation dans les initiatives de l'Institut, initiatives destinées à mener des recherches et des analyses sur notre territoire de la vallée d'Aoste, Arcalp. Arcalp, à mon avis, n'est pas seulement une revue. Qu'est-ce que c'est qu'Arcalp? C'est un document important pour analyser le territoire avec une attention particulière à la transformation du paysage. C'est un zoom sur ce qui se produit au niveau de l'architecture sur nos montagnes. C'est un outil important pour nous, les architectes, pour approfondir non seulement les aspects culturels, mais aussi les aspects sociaux. À mon avis, l'échange entre architectes est essentiel sur différents problèmes, même avec des points de vue différents. En effet, il y a là un petit dénominateur commun, la montagne, donc des architectes qui travaillent dans des zones et dans des vallées différentes. En tant qu'architecte, on ne peut pas rester ici dans cette vallée sans regarder autour de nous. Les projets ne peuvent pas uniquement être résolus par les mathématiques sans jamais donner un sens esthétique à nos interventions. Eh bien, à l'heure actuelle, on est caractérisé par la transition numérique et il ne faut pas tout simplement se concentrer uniquement sur les résultats technologiques en négligeant l'une des essences principales de l'architecture, l'esthétique. Arcalp nous permet de monter jusqu'au col qui nous sépare de la vallée voisine pour voir ce que nos voisins sont en train de faire. Je vais m'arrêter ici. Je vais passer la parole aux rapporteurs qui vont nous décrire ce nouveau numéro d'Arcalp. Donc, je passe tout de suite le micro au professeur Antonio De Rossi. À vous, professeur, le micro. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je tiens à remercier, je tiens à vous remercier pour ce rendez-vous, un rendez-vous qui maintenant est devenu une habitude très agréable, non seulement pour la Fondation Courmayeur Mont-Blanc, que je tiens à remercier. Je tiens à remercier également l'Ordre des architectes de la vallée d'Aoste. Je pense que l'on a énormément de personnes qui suivent ce rendez-vous de façon régulière. Rendez-vous pour présenter cette revue. Donc, je salue toutes les personnes qui sont avec nous et je les salue de façon très cordiale. Deux mots hein, pour les nouveaux arrivants. Qu'est-ce que c'est qu'Arcalp? C'est une revue internationale de l'Institut d'architecture de montagne, institut qui est né au sein du Polytechnico de Turin en 2009. C'est un centre de recherche du département d'architecture et de design du Polytechnico depuis 2013.
Nous faisons énormément d'activités en ce qui concerne la recherche, les publications, colloques, conférences. Et puis, nous publions cette revue internationale qui a été précédée, comme vous le voyez dans cette planche, par une revue web qui a remporté énormément de succès. Euh, Et puis, ces dernières années, il a été décidé, nous avons décidé de franchir cette étape, publier une revue semestrielle. Donc, c'est un choix très important. Écrire dans les langues alpines. Donc, cette revue n'est pas tout simplement une revue traduite en anglais, mais nous avons choisi d'écrire en italien, en français, en allemand, en slovène aussi, hein, donc les langues alpines. Nos articles sont écrits dans les langues alpines. C'est une monographie tous les 6 mois. Tous les 6 mois, Arcalp se concentre sur un thème spécifique, l'art contemporain, l'architecture contemporaine, euh, des questions spécifiques, comme c'est le cas ce soir, ou bien des exemplaires, des numéros qui se penchent sur l'histoire de l'architecture. Le numéro 3 hein, que vous voyez devant vous, la modernité, les couches de la modernité, eh bien, numéro 3, on a présenté les recherches principales sur l'architecture, sur les maisons dans les Alpes au 19e siècle, au 20e siècle. Le numéro en bas à droite, le corps vivant, interprétation par les projets de l'architecture alpine historique, eh bien là, nous avons analysé l'impact de l'architecture historique traditionnelle sur les différentes phases de la modernité. Euh, il faut dire que cette revue peut être lue à titre gracieux sur le site www.arcalp.it. Hein, vous pouvez télécharger les PDF de chaque article. La revue, c'est une revue en papier, hein, donc on peut l'acheter directement sur le site Internet. Euh, c'est une revue qui a une excellente qualité en ce qui concerne le graphisme. Hein, en plus, des mots qui ont été dits avant, cette revue n'est pas tout simplement la somme de projets, mais c'est une revue qui essaye également d'introduire des pistes de réflexion dans le débat du monde alpin, un monde à plusieurs facettes en ce qui concerne l'histoire, l'environnement et la culture. Ce qui rend les Alpes un atelier important pour la réflexion, une réflexion qui ne concerne pas tout simplement des aspects spécifiques propres à l'architecture, mais qui essaye plutôt d'avoir une vision à 360 degrés. Avec tout cela, essayer de faire une belle revue d'architecture, une revue de réflexion, une revue qui essaye de donner de nouvelles pistes de réflexion au débat. Ben, en plus de tout cela, le format, le graphisme a été conçu par les architectes de notre département. Hmm. Mais venons-en maintenant au numéro qui nous intéresse aujourd'hui. Pour nous, c'est un thème très important. Cela a déjà été dit tout à l'heure par Roberto, par Franco. C'est un thème que nous tenons à cœur. Architecture pour la montagne qui produit. Très rapidement, j'ai à ma disposition 10 minutes et je voudrais me pencher sur 3 thèmes majeurs. Le thème numéro 1, c'est un thème qui observe les phénomènes qui se produisent. Si toute l'architecture du XXe siècle, même l'architecture cultivée dans les Alpes, a été une architecture destinée essentiellement au tourisme,
Pensons par exemple à Carlo Molino, au refuge Pirovano de Franco Albini. Pensons par exemple aux interventions de Eduardo Gellner. Pensons par exemple aux architectures allemandes de Welzenbacher, de Baumann ou aux grands interprètes de ski total français, Laurent Chapuis. Il s'agit là d'architectes qui ont travaillé à 80-90% sur des thèmes concernant le tourisme, les maisons secondaires pour les vacances, les hôtels, les infrastructures pour le tourisme, les remontées mécaniques. Eh bien, si aujourd'hui nous regardons la meilleure production des Alpes, nous nous apercevons que cette production est une production tout à fait différente. On a bien sûr une architecture destinée aux personnes qui habitent. Beaucoup d'architecture destinée aux services, à la sécurité sociale, aux établissements scolaires. Il s'agit de thèmes qui ont déjà été évoqués par nous-mêmes. Un thème dans cette nouvelle production alpine, un thème qui pour nous est particulièrement significatif, c'est le suivant: les Alpes qui travaillent, une montagne qui, enfin, produit, recommence à produire. Donc, nous avons une production qui contribue au développement de l'agriculture, de l'artisanat, qui contribue à une nouvelle dimension de la ruralité. Nous avons des étables, des fromageries, des granges, des établissements pour l'agriculture. Mais nous avons également, et c'est un thème très intéressant, nous avons également beaucoup de structures qui sont des centres de recherche, des ateliers destinés à l'innovation technologique sur l'environnement, par exemple. Et il s'agit d'un thème très intéressant pour nous, dont je vais parler tout à l'heure. Un thème très intéressant pour la montagne qui investit sur une nouvelle ruralité, mais qui est également un centre d'innovation technologique. Voilà le deuxième thème. Voilà la carte des Alpes. C'est le périmètre de la Convention alpine. C'est le périmètre de la Convention alpine. Et ici, vous pouvez voir les architectures qui figurent dans ce numéro. Si l'on exclut la partie la plus extrême à droite, et ces architectures se trouvent notamment dans la zone centrale de la chaîne alpine. Et j'en viens à mon deuxième point. L'architecture de montagne s'avère fondamentale. Le passage d'une vision des Alpes liée à deux éléments, la consommation du tourisme, la consommation du paysage. Et cette idée de consommation, une sorte de miroir, une idée de défense, une idée liée d'abord au tourisme, mais liée surtout à la défense du patrimoine, phénomène qui n'était pas strictement lié dans les années 80 du XXe siècle jusqu'aux années récentes, lié, disais-je, à un développement du territoire alpin, à la construction de maisons. Une fois terminée la phase du modernisme alpin du XXe siècle, avec le phénomène du tourisme d'élite, du tourisme de masse vers le milieu des années 70, une autre phase commence, une phase qui est toujours axée sur la consommation, mais de façon différente. Et ces dernières années, c'est très différent. C'est une idée
qui est lié à la construction de l'habitabilité du territoire alpin, comme cela a déjà été dit avant par Roberto. Et donc, la possibilité par là de revenir sur une dimension de production de la montagne, de sortir de cette espèce de destin qui, au cours du XXe siècle, on avait voulu donner à la montagne en tant que lieu de marginalité, lieu du tourisme et du beau paysage, mais qui ne pouvait plus prétendre être un lieu de production et de rentabilité. La seule possibilité pour s'en sortir était la valorisation de l'histoire, des traditions et le tourisme. La production architecturale nous montre ce déplacement significatif et donc ces territoires commencent à construire de nouvelles activités rurales où l'on peut expérimenter les effets, les solutions possibles aux problèmes du changement climatique, par exemple. C'est une sorte de laboratoire. Les effets du changement climatique sont particulièrement forts sur le territoire de montagne et sur le territoire alpin en particulier. C'est enfin une possibilité, la possibilité d'une vision de la montagne avec au centre, encore une fois, les habitants, non pas les habitants qui s'opposent aux habitants des villes, les citadins. C'est donc une nouvelle vision de la montagne. On a parlé de métro-montagne, à savoir du besoin de sortir de l'opposition entre la montagne et la ville et de travailler pour de nouvelles alliances, pour de nouvelles cohésions, et justement pour développer une nouvelle dimension de l'habitabilité, une habitabilité centrale, un nouveau centre des Alpes, non pas un territoire en marge, mais un territoire au centre. Il se pose justement au centre et cette production architecturale est très importante. Et je passe au troisième point. L'architecture cultivée, entre guillemets, l'architecture d'auteur moderne ne s'est jamais intéressée ou presque pas au thème de la ruralité. Déjà, dans le passage entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, le traité de Serbio, une série de grandes architectures du XVIIIe et XIXe siècle. Mais donc, au XIXe siècle, tout le thème de la production et de la dimension rurale est exclu. Et il est traité très rarement par l'architecture cultivée et des grands auteurs de cette période. Je pense à la ferme de Garkau, de Boering, ou encore les architectures de la deuxième moitié du XXe siècle. Le bâtiment surnommé de la Tubinera, à savoir une fromagerie. Mais les exemples sont peu nombreux. Ce thème-là est laissé à d'autres intervenants, aux agronomes, géomètres, aux experts. La dimension de l'architecture reste en dehors de tout cela. À partir des années 90, et là, des articles reviennent sur ce thème, comme John Caminada. Donc, le thème des structures pour l'agriculture, pour la production, revient de façon importante. Aujourd'hui, on a un grand nombre d'étudiants qui viennent au Polytechnique nous demander de faire leur thèse sur les nouvelles conceptions agricoles et rurales. Et donc, c'est l'un des thèmes qui sont plus à la mode actuellement, à cette période historique.
Nous n'avons pas de tradition architecturale cultivée, je le répète, mais on a d'autres thèmes, comme dans les années 20, les expérimentations des années 20 et 30, et qui sont très importantes et qui nous servent pour reconstruire une généalogie dans le temps de cette dimension rurale. Mais le thème redevient très important parce qu'en plus de l'habitabilité, de la durabilité, on réunit toutes les technologies de construction liées au bois et toutes les expérimentations, en les associant à des thèmes énergétiques, par exemple. Et donc, c'est un thème tout à fait décisif pour la construction de l'habitabilité, mais aussi pour une expérimentation architecturale qui pourra devenir, pour être répandue, et c'est l'un des objectifs de notre revue, à savoir construire une culture diffuse sur les thèmes de l'architecture et de la montagne pour surmonter aussi aller au-delà des structures conçues pour la plaine, les bâtiments industriels de plaine, par exemple, les préfabriqués, qui, qui dans les décennies passées ont également caractérisé les territoires de montagne. Nous, on croit qu'une réflexion s'impose sur ces thèmes. Donc, et cela est important pour les valeurs en soi et au niveau expérimental. Je passe rapidement à la présentation de la structure de ce numéro de la revue. Comme d'habitude, ce numéro s'ouvre sur une série d'articles de type théorique, plutôt théorique. Donc, la première section est consacrée justement à certains articles. Batelli, par exemple, réfléchit, les Batelli sur les architectures de la production dans la montagne italienne au XXIe siècle. C'est un économiste territorial qui fait référence aux montagnes qui font partie des communes, des communautés vertes sur les Apennins dans la zone d'Emilia. Donc, ce sont des communautés vertes. Giampiero Lopatelli va nous parle exactement de cela dans cet article, de comment, dans cette structure de production, des transformations ont également eu lieu qui sont importantes. Et puis, Roberto Sega, donc, qui voit les Alpes comme une chaîne de production. Liliana Ferviale de l'Institut d'architecture de Venise, qui avait déjà fait une publication consacrée à la montagne. Donc, et là, on traite ce sujet-là et on a des exemples de structures architecturales dans la Vénétie. Après quoi, une série d'importants articles sont consacrés à la fois à l'œuvre de John Caminada sur ce thème de l'architecture pour la ruralité, un article sur le rapport entre architecture et production. On va entendre cela par Eleonora Gabarini, qui fait partie de notre rédaction et qui va nous parler du Tyrol du Sud contemporain. Ensuite, un article de Francesca Chiorino qui est dédié aux caves vinicoles alpines. Et vous la connaissez pour des collaborations avec Morazzani dans d'autres domaines de travail, également touché par la Fondation Courmayeur. Et puis, l'article important de Mauro Marinelli, qui avait déjà travaillé pour l'Observatoire du paysage du Trentin. C'est un manuel
qui était très important et qui est consacré justement aux architectures et aux ouvrages pour l'élevage. Caterina Franco, ensuite, le très beau projet de Contrada Bricconi qui a été reconnu, qui est imprimé. Elle va nous raconter tout à l'heure cette expérience extraordinaire, ce projet qui donc d'une grande table, d'une grande structure de production, donc une très belle structure de production qui se met en rapport avec le paysage. Et puis, les expériences du Polytechnico, donc en matière de table durable que l'on a faites, puis une structure de recherche Tassullo faite par Paoli et Valentini pour ce bâtiment très intéressant. Et ensuite, une série, une galerie, et on va le voir avec Matteo Tempestini tout à l'heure, toujours de la rédaction de Calpe. Donc, bref, c'est un numéro très riche qui porte sur des thèmes nouveaux. Je vous permets de vous conseiller la lecture de ce numéro qui est en open access ou bien en l'achetant sur le site dont l'adresse et le lien figurent dans le chat. Je tiens à remercier encore une fois la Fondation Courmayeur et je passerai donc la parole pour la prochaine intervention justement à Eleonora Gabarini qui va nous parler d'architecture de production dans le Tyrol du Sud contemporain. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bon après-midi. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Je pense qu'on peut voir. Je me présente. Je suis Eleonora Gabarini. Je suis architecte, docteur de recherche. Je travaille auprès du département d'architecture et de design de Turin et avec d'autres collègues et chercheurs, on s'occupe d'un projet sur la réhabilitation des zones désaffectées et zones industrielles désaffectées. Je fais partie du Centre de recherche sur l'architecture de montagne et j'ai donc pu participer à différentes initiatives en matière de publication, d'activités didactiques et également une activité éditoriale car je fais partie du comité d'édition de la revue Arcalp. Je vais me concentrer sur un thème qui est apparu très souvent dans le cadre du domaine de recherche dont je m'occupe lors de la rédaction de ma thèse de doctorat qui a été discuté en juin dernier et j'espère que cela aura une suite à l'avenir aussi. Ma recherche s'est concentrée sur le développement d'une culture de la construction dans le Tyrol du Sud par un modèle du Tyrol du Sud qui s'est développé à partir des années 70 dans la province autonome, à partir du siècle dernier. La volonté de rendre plus systématique des domaines différents liés par l'aspect de l'architecture de qualité et cette recherche touche différents thèmes parmi lesquels le lien étroit entre l'architecture contemporaine et le système économique provincial. Après avoir obtenu le deuxième statut d'autonomie dans les années 70-72, a le but de différencier les ressources économiques en tant que pour la province de Bolzano. Le domaine de production industrielle au Tyrol du Sud, une première tentative de organisation massive du territoire se fait pendant la période fasciste, après l'annexion du territoire du Tyrol du Sud au territoire italien après le traité de Saint-Germain. Après 2019,
Plusieurs industries se sont donc installées dans le chef-lieu de la région avec des sièges détachés. Et il y a eu donc une demande de logement accrue dans cette ville. La force de travail était italophone pour la plupart et provenait d'en dehors de la province. Des quartiers se développent de type résidentiel et industriel. Il est intéressant de remarquer que la population de langue allemande n'a pas été caractérisée par le travail ouvrier, mais a continué à travailler dans le domaine agricole. Par la création de la région autonome Trentino-Alto Adige, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la croissance industrielle du chef-lieu commence à s'arrêter et en même temps, on a une inversion de cap. Avec le deuxième statut d'autonomie, on commence à manifester un plus grand intérêt vers les zones en dehors de la ville habitées par la population de langue allemande. Après avoir acquis des marges de liberté dans la gestion du territoire provincial, non seulement par rapport à l'État italien, mais également à la région, l'administration locale intervient sur une reprogrammation économique et privilégie un développement qui vise la décentralisation, la diffusion des services et la création de certains centres urbains de référence. Comme on peut le voir sur la carte, Merano, Vipiteno deviennent des références pour les communautés, des communautés plus restreintes comme le Val Venosta, etc. Alors que les établissements de production se diffusent dans toutes les vallées, et, et Bolzano semble perdre de l'intérêt à cause vu que mis à part le rôle de centre administratif. Les sièges de production des entreprises locales deviennent donc, excusez-moi, donc si on observe le domaine de la production, on peut remarquer que les entreprises présentes aujourd'hui, qui sont devenues leaders dans les secteurs respectifs, comme celui de l'alimentation lié à la filière du lait, la filière bois, la filière de remontées mécaniques, eh bien, représente l'évolution de petites réalités locales qui existaient déjà sur le territoire. Donc, on a un modèle industriel basé, on refuse le modèle de grands complexes extra-locaux qui proviennent de l'extérieur, des frontières de la province, et on se concentre sur des études plus spécifiques comme celles effectuées par Tecne. Donc, et on pourra aller au-delà de ce qui existait après le fascisme. Donc, on voulait éviter une sorte de centralisation autour de la ville chef-lieu. On arrive au moment où le langage architectural touche, donc après de grands concours de conception, on assiste par les clients aussi privés à des efforts de comprendre l'architecture dans le cadre de l'offre commerciale. Les sièges des produits de production deviennent des éléments de marketing, des éléments iconiques qui font en sorte que ces entreprises soient connues à l'extérieur, soient reconnaissables par les personnes qui passent dans la province grâce à Donc, on peut voir des bâtiments très significatifs car on passe dans les aires artisanales, on les traverse. Donc, on va au-delà de la dichotomie traditionnelle. L'intérêt des industriels va vers une modification de l'impact visuel des bâtiments dans le cadre du bâtiment extra-urbain et rural. Et ces bâtiments
qui sont situés aux marges des centres urbains marquent souvent l'entrée dans ces centres. Jusqu'aux années 70, le secteur locomotive, c'était l'agriculture, apanage des germanophones, un secteur de subsistance lié au territoire. Avec les statuts d'autonomie, l'industrie manufacturière s'évolue, les entreprises se développent. Tout cela n'implique pas que l'agriculture est abandonnée. L'industrie alimentaire est l'un des secteurs parmi les plus importants de l'économie du Sud Tyrol. Il ne faut pas oublier les impacts négatifs, les monocultures, la perte de diversité biologique liée à cela, l'utilisation de fertilisants chimiques, la consommation de sol, le sol qui est très cher et ce qui rend compliqué l'aménagement du territoire. La viticulture et l'agriculture ont atteint d'excellents niveaux. Hein, 640 tonnes de fruits exportés en 2014, selon les données de l'Institut provincial des statistiques. Parmi les secteurs économiques actifs en Haut-Adige, le secteur de l'agriculture a compris qu'il pourrait se développer grâce aux établissements qualitatifs. Les sièges deviennent motifs d'attrait du public. On ne vend pas tout simplement le produit, mais un produit lié à un territoire spécifique. La qualité de l'architecture d'une entreprise devient une marque de la qualité de l'entreprise même. Les activités latérales, secondaires, quelquefois sont encore plus importantes que la vente du produit même. Citons par exemple la distillerie Puni au Val Venosta. Voilà le projet par l'architecte Bernard Choil. C'est la première distillerie de whisky dans le Sud-Tyrol liée à une culture, la culture des céréales, qui a subi une baisse importante ces dernières années. Ce bâtiment représente une nouvelle découverte. Le Val d'Enosta qui redevient le grenier du Haut-Adige. Cette entreprise devient aussi un musée. Le bâtiment est ouvert au public et cela permet de couvrir les frais d'exploitation. Voilà. Donc, ces visites deviennent une ressource économique supplémentaire pour les exploitants, pour les propriétaires. Parmi les autres entreprises connues en ce qui concerne leur siège, on peut mentionner la cave Erste Neue à Caldaro par l'architecte Meyer Fingerle en collaboration avec Manfred Alois Mayer. Un autre projet par l'architecte Tjoll, la cave Tramine, et puis un projet d'un bâtiment réalisé par Marcus Schrerer, la cave Nice Margreid. Et in fine, les caves Manicor par Walter Angonese. Voilà quelques exemples, mais d'autres exemples pourraient être cités, moins connus, hein, mais autant significatifs. Comme je l'ai déjà dit, le secteur industriel et commercial du Sud-Tyrol n'implique pas seulement l'agriculture. Aujourd'hui, on attache un grand intérêt à l'architecture des sièges et d'autres secteurs aussi. Hein. Le cas iconique, même à l'extérieur de la province de Bolzano, c'est le siège des Salewa Headquarters, projet Chinozuki. C'est un bâtiment que l'on voit très bien depuis la route qui amène vers Bolzano. Toujours dans cette même zone, il y a le siège de Teco Alpin qui produit des dispositifs pour l'enneigement de culture.
C'est un projet de Roland Baldi et de Johannes Niederstedt. Ce projet a remporté un prix important en 2014. Pour les sièges des entreprises liées au bâtiment, nous pourrons citer le siège de l'entreprise Damiani Holz, inauguré en 2012, projet Modus Architects, une entreprise spécialisée dans les constructions en bois. En ce qui concerne les bâtiments liés au bâtiment, on a le siège de Rotoblaz, structure qui a été rénovée en 2002. Il y a des bâtiments qui sont liés à l'énergie. Voilà, Alperia Tower de Bolzano par Valentina Bonato de 2017, la centrale de chauffage à Sesto Posteria 2005, très intéressant ce qui concerne les concours d'architecture. C'est un concours lancé pour la première fois au niveau de la commune et non pas de la province. Et puis les installations réseau de chaleur à Bressanone. C'est un bâtiment ouvert au public, hein, ce qui est tout à fait particulier. Hein. La toiture, le toit peut être utilisé comme skatepark. Hein. Le deuxième bâtiment s'inspire du style du nord de l'Europe. Toujours dans le secteur de l'énergie, la déchetterie de Brunico, eh bien, cette structure a été réalisée en 2015. C'est un exemple de mise en valeur d'un bâtiment industriel. Hein, voilà. En guise de conclusion, eh bien, le secteur de la production du Sud-Tirol s'inscrit dans une stratégie globale de développement qui a impliqué d'autres secteurs, d'autres domaines aussi. Au cours des 50 dernières années, on a bien sûr une vision clairvoyante et on a pu faire naître une culture de la construction, une culture très développée. L'agriculture continue d'exister, mais l'agriculture s'ajoute à un secteur productif et un secteur tertiaire très important. L'agriculture est une source de revenus très importante, même si l'on a des retombées négatives, hein, la perte de diversité biologique, la pollution et une perte d'identité aussi côté culture due à la commercialisation du paysage même. Mais ces criticités deviennent les thèmes pivots des futures stratégies de développement du territoire. On espère que le Tyrol du Sud, dans les années à venir, pourra relever les défis. J'ai terminé et les interprètes s'excusent, mais Madame a parlé vraiment, a lu son texte à une vitesse soutenue. Grazie Eleonora. A questo punto passiamo alla parola. Merci Eleonora. On passe la parole à Caterina Franco qui va nous parler de son expérience contrat d'abricot. Merci, merci à tout le monde. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Oui. Contrat d'abriconie. Vous voyez l'écran, mon écran? Oui, oui, oui. Allora, innanzitutto grazie per... Tout d'abord, merci. Merci de m'avoir invité à vous raconter ce projet à cette occasion. C'est un grand honneur pour moi que d'être ici avec vous. En guise d'introduction, je vais vous parler de ce projet. L'ambition de mon intervention est d'aller au-delà de l'architecture. Je voudrais aujourd'hui vous raconter un peu
l'endroit Contrada Bricconi. Je voudrais vous parler des différentes personnes qui se sont installées dans ce contexte et qui font renaître cette contrée, hein, ce hameau de montagne. Je suis architecte, je suis chercheuse auprès de l'Université de Lausanne, mais depuis quelques années déjà, je collabore avec d'autres di laurea. collègues, avec Caterina Franco, avec Francesca Favero. Depuis le mémoire de fin d'études, je collabore avec elle. Et d'autres architectes se sont unis. Ce projet est né à partir de mémoire de fin d'études. C'était il y a 10 ans, en 2012, et nous avons pu profiter de délais de recherche assez importants. Et pour nous, on venait d'un contexte urbain, nous avons pu nous immerger, nous plonger dans cet endroit magnifique hein, pour mieux le connaître. Contrada Bricconi, comme vous le voyez ici dans cette image, est situé sur une vallée latérale de la vallée Seriana, une vallée qui démarre ici à Bergamo et qui va vers le nord-est. C'est un petit site rural situé à 950 mètres d'altitude, entouré par ses pâturages et par la forêt. Pour reparcourir l'histoire de ce projet, eh bien, pour nous, les architectes, la première démarche a été la suivante, apprendre à lire ce paysage. Le paysage est représenté dans ces photos. Ce n'est pas un paysage naturel, mais c'est un paysage anthropique. La prairie, la forêt sont le résultat du travail du paysan qui a forgé ce territoire. Donc, on a essayé de connaître ce territoire. Le hameau est situé à un niveau intermédiaire entre les villages qui étaient situés plus en bas et les chalets, les alpages situés à une altitude plus importante. Cette distribution des établissements dans les différentes altitudes dérive de la culture, de la civilisation fermière, de la transhumance des hautes altitudes vers les basses altitudes et vice-versa hein, pour la production du foin. Voilà la logique qui a forgé la vallée Zurio, hein, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Les bâtiments du hameau, voilà une photo précédente par rapport aux dernières interventions. Eh bien, représente le miroir de cette culture fermière. Au rez-de-chaussée, on a des étables assez basses, étables pour les bovins. Dans les étages, on avait les greniers et aussi des pièces pour vivre. Contrada Bricconi, commune Oltresenda Alta. Son histoire est une histoire particulière. Ce hameau appartient à la commune depuis toujours. Je vais vous raconter la naissance de ce projet d'exploitation agricole, mais c'est un bien appartenant aux habitants d'Oltresenda Alta, un endroit qui a eu différentes affectations au fil des siècles. Et ce hameau se trouve sur un point qui était très important du point de vue commercial. On était à proximité des axes de circulation entre Bergamo et Venise. Cet hameau, même s'il a subi un certain dépeuplement au cours du XXe siècle, comme c'est le cas pour d'autres centres, elle a toujours été habitée. Hein. On a toujours eu quelques habitants. En 2010, la commune décide de lancer un appel
pour les personnes souhaitant revenir dans ce hameau. Condition sine qua non, introduire une activité de production, faire en sorte que ce hameau redevienne un lieu de production. Voilà alors le projet qui est né depuis cette initiative de ce garçon qui a mon âge, Giacomo Berletti. Nous, on s'intéressait à cet endroit pour notre mémoire de fin d'études. Et lui, en tant qu'étudiant de la faculté de sciences de l'agriculture à Milan, il avait élaboré un premier business plan pour la réintroduction d'une nouvelle activité agricole justement ici, dans ce hameau. L'appel a été accueilli et voilà, Giacomo et d'autres associés se sont unis à cette aventure. L'idée a été claire depuis le début. Quelle était l'idée? S'inscrire dans cette tradition, introduire une activité agricole liée à l'élevage de bovins et à la production de fromage. S'inscrire dans cette filière liée à la tradition locale, mais en apportant des innovations technologiques qui étaient nécessaires pour assurer la viabilité économique de cette entreprise. Les technologies liées à la zootechnie, la commercialisation du produit, produits dont l'horizon était assez vaste, qui aurait dû aller bien au-delà de la vallée. Voilà ces photos, voilà des photos des têtes de bétail, race grise alpine, une race propre à la montagne. Et puis cette tentative d'expérimenter la production du fromage sans jamais oublier le fait de s'insérer dans ce paysage qui devait être entretenu. La fauche du foin, une ressource pour une source de nourriture pour les bovins, mais non seulement nourriture pour les bovins, mais aussi une façon d'entretenir ce paysage dont la valeur était reconnue. Donc, nous, on s'inscrit dans cette histoire et nous avons dû concevoir la requalification de ce hameau. Son ambition était la suivante, avoir une partie liée à l'accueil et à la restauration et une autre partie, la première à être réalisée, liée justement à la production. Donc, pour l'étable, pour la fromagerie, pour la grange, il était nécessaire de bâtir des bâtiments ex novo grâce à des voyages au Sud-Tyrol. Là, nous avons connu énormément d'éleveurs, vu que nous, on n'avait pas de connaissances en ce qui concerne la zootechnie. Nous avons pu comprendre qu'il serait difficile de concevoir un espace de production. Tous les espaces, en effet, devaient être interconnectés pour leur utilisation. Donc, les tables, la fromagerie, la grange devaient être des bâtiments adjacents. Voilà pourquoi on aurait dû insérer dans ce paysage un bâtiment imposant, difficile à fragmenter. Donc, nous avons énormément travaillé depuis notre mémoire de fin d'études. Nous avons travaillé sur cette idée-là. D'un côté, essayer de modifier le schéma typique de l'étable où cela était possible pour nous lier au contexte existant sans toutefois renoncer au caractère contemporain de notre intervention.
Nous avons eu la possibilité de rester sur place, de lire les signes du paysage, d'étudier les caractéristiques de l'architecture traditionnelle de cette zone. Nous avons essayé de comprendre quelles étaient les caractéristiques prédominantes, les caractéristiques du hameau historique, une certaine intelligence pour s'insérer dans l'aérographie du terrain, les ouvertures, l'organisation, le développement de ce hameau qui se faisait par rajout de nouvelles unités l'une à côté de l'autre. Nous avons essayé de réinterpréter ces caractères à travers notre architecture. Toutefois, il y avait des exigences au niveau du plan qui étaient assez contraignantes. Par exemple, l'une des tentatives qui a été faite a consisté à essayer de varier le volume en créant des espaces à double hauteur, en exploitant la pente. Là, vous pouvez voir que dans la partie plus haute, l'on a des ouvertures qui permettent de décharger le foin ou encore l'accès à l'entrepôt des véhicules. Un autre thème qui s'est présenté, qui a été difficile à résoudre, a été l'altitude pour où situer les tables. La volonté était de s'intégrer dans la continuité, de ne pas éloigner le bâtiment de production du noyau historique. On voulait maintenir la même utilisation, mais on avait en même temps, on voulait utiliser les déblais pour des raisons d'économie aussi. Et puis, on a réfléchi sur les revêtements, car la logique principale était justement une économicité de ce bâtiment, mais aussi le souhait de s'intégrer avec l'existant. Et donc, notre point de repère a été non pas une architecture que l'on pouvait trouver à proximité, mais nous avons regardé au-delà des Alpes, des architectures qui ont été construites récemment dans les Grisons ou dans le Val Brigaglia, et on a appris donc l'utilisation de ce mélèze traité qui devient gris avec le temps, qui prend donc une couleur qui nous a semblé susceptible de dialoguer avec la pierre locale que vous pouvez voir. C'est la pierre aussi que l'on voit ici, de la paroi rocheuse qui se situe en toile de fond. Par ce choix d'unir le bâtiment de production à la partie ancienne par cet effet charnière. Donc, c'est le bâtiment la fromagerie qui a les mêmes proportions du dernier grenier du bourg et qui, grâce au revêtement, devient significatif. L'étable a été bâtie en 2017, mais en même temps, les premières opérations ont été entamées pour réhabiliter les bâtiments existants. Et cela a été possible grâce à des fonds, à des ressources qui sont arrivées grâce au parc de Zorobia Bergamasque, provenant aussi de la Fondation Cariplon. Sur le bâti existant, nous avons été animés par la volonté de modifier au minimum les espaces. Là où il était nécessaire, l'on a pensé d'éliminer, enlever les dalles, mais en gardant les espaces. Donc les plans, on voit les étages, le rez-de-chaussée très bas, et pour garder l'espace pour les niveaux supérieurs. Voici quelques images. Voilà la première phase de l'intervention la plus récente, celle qui a
abouti à la réalisation du restaurant où l'on a, dans certains cas, nous sommes permis de modifier l'aspect extérieur de ces bâtiments avec de nouvelles configurations. La surintendance, donc le dialogue avec la surintendance a été très intéressant. Il y avait ces bâtiments étaient classés en effet, mais le dialogue avec la surintendance a été toujours intéressant. Nous avons toujours manifesté la nécessité d'intervenir sur ces architectures avec intelligence, bien sûr, en nous intégrant dans un historique qui avait déjà qui avait déjà montré que ces bâtiments-là avaient déjà été modifiés par la création de nouvelles ouvertures, par exemple, avec des modifications des usages des espaces. Donc, nous avons exprimé la volonté de nous insérer dans cette histoire longue de la bourgade. Aussi, les premières interventions qui ont été réalisées, une consolidation statique de la structure et puis une restauration véritable des chaux et des enduits que l'on peut voir ici, seul local qui avait de l'enduit. La première phase s'est terminée en 2017, après quoi une phase longue s'est ouverte de réflexion qui enfin a abouti au projet de restaurant qui vient d'ouvrir ses portes il y a quelques mois, au mois de juin dernier. Donc, la logique d'intervention pour réaliser un restaurant dans un bâtiment de ce type a été celle de maintenir une visibilité de l'élément contemporain. À chaque fois qu'il était nécessaire d'intégrer, par exemple, les sanitaires, les salles de bain, etc., on a intégré des volumes autonomes, on a inséré des volumes autonomes et porteurs. Et ainsi, dans le restaurant qui a vu la collaboration de l'architecte Guercina dans la phase de réalisation, là, c'est comme une idée, la traduction de l'idée de boîte à l'intérieur de différents espaces, en veillant toujours à garder, à maintenir la lisibilité de l'espace original d'origine. Certains éléments comme les menuiseries, par exemple, même si on déclare la contemporain de ces interventions, donc était quand même en ligne avec la tradition. En dernier lieu, en parlant de montagne qui produit et d'espace de production, il est intéressant d'évoquer également le fait que l'on a ouvert ce restaurant et grâce à l'arrivée de ce chef, Michele Mazzari, qui a l'ambition, à partir de ses expériences antérieures, ce chef a travaillé à Cassiano, donc d'avoir une cuisine qui utilise les produits de la montagne et qui, donc, jusque dans le détail des différents plats, et donc de l'organisation de ces plats, soit traduisent l'idée de mettre en valeur les ressources de la montagne. Dans ce sens, le projet architectural, selon les aménagements que nous avons prévus, même au niveau de l'éclairage, a essayé d'aller dans le même sens que cette idée. Par exemple, pour les surfaces, les murs, il s'agit de laisser au maximum les surfaces d'origine qui avaient fait l'objet d'une restauration, ou avec l'éclairage, en essayant d'harmoniser cette idée de cuisine avec une valorisation des espaces et de leur histoire, avec cet éclairage qui va vers le pan
ce qui évoque la lumière qui filtrait de façon naturelle, car l'air passait entre les poutres du toit. Et donc, là, je peux terminer. J'essayais de mettre en relief ceci. Nous, les architectes, nous nous sommes insérés au sein d'un processus assez large qui a vu la participation de différents acteurs avec une synergie avec une entreprise privée, mais qui a vu la collaboration avec des organismes, des collectivités locales qui ont reconnu la valeur de cette initiative. Cette initiative est en train de créer des synergies avec d'autres réalités aussi. Voilà, des écoles, par exemple, les écoles qui envoient les élèves pour des stages. Donc, la réhabilitation de ce bâtiment a été l'occasion également d'organiser des stages des écoles de Bergamo ou encore des étudiants d'architecture sont venus nous voir. Voilà, ce projet est donc quelque chose qui va au-delà du projet architectural lui-même, car c'est en fait un processus, un projet de renaissance de ce lieu grâce à une idée liée à la nécessité de revenir à la production dans ces lieux. Et en même temps, il faut reconnaître à ces jeunes qui ont décidé d'entreprendre cette mission. Il faut donc aussi leur reconnaître le courage d'avoir eu recours à des architectes et de travailler avec eux sur ce projet, car il n'était pas nécessaire de le faire. Donc, il n'était pas nécessaire d'investir du temps pour demander un projet aux architectes, mais finalement, cela a été, de leur part, a été reconnu comme une plus-value. Et donc, cette tentative partagée de créer un nouvel habitat valorisant le paysage et répondant à toutes ces dynamiques ont été générées grâce à cette intervention. Je vous remercie de votre attention. J'ai terminé. Grazie Caterina, grazie per l'intervento. Merci Caterina pour cette intervention et félicitations pour ce projet qui est très intéressant, je dois dire. 2 éléments, en plus de ce que tu viens de présenter, me semblent fondamentaux pour ces projets de renaissance. D'une part, la qualité. Car je crois que dans ce projet que j'avais connu il y a 2 ans à la Fondation Cariplo, non pas le projet d'architecture, mais le projet de rétablissement au niveau de la production, la qualité qui va avec la qualité de la production, de la qualité de la réalisation architecturale, de la restauration aussi. Donc voilà les différents atouts. Et puis l'innovation. L'innovation est essentielle. Dans ce cas, l'innovation a caractérisé tout le projet. Le fait donc de reconcevoir les filières locales comme l'élevage, l'agriculture, et de les voir avec un regard nouveau et donc reconcevoir les interventions architecturales. Voilà, autant d'atouts. Maintenant, je vous remercie. On passe à la dernière présentation. Christian Dallere et Matteo Tempestini. Christian a été le premier boursier dans le projet de rénovation du patrimoine valdôtain et Matteo Tempestini collabore depuis des années avec la Fondation. Je vous passe la parole très volontiers. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Comme Roberto Ruffier l'a dit, je suis Matteo Tempestini et avec mon collègue, nous sommes tous les deux doctorants au Polytechnique de Turin. Nous allons vous présenter une série de projets publiés dans ce dernier numéro de la revue Arcalp. Je partage mon écran.
Ce numéro dédié à la montagne che produit se termine galleria, diciamo, di progetti, più che un saggio. par cette galerie qui reprend tous les thèmes de ce numéro. On part des architectures pour l'élevage, l'agriculture, on arrive jusqu'aux architectures pour l'artisanat, comme dans cette photo au Val Pregaglia, une menuiserie au Val Pregaglia, et puis on passe à d'autres projets industriels. Il y a un caractère industriel aussi, traitement des déchets, par exemple, économie d'énergie. Et pour terminer avec des bâtiments plus neutres et destinés aux bureaux selon ces catégories. Donc, le premier projet que je tiens à illustrer est un projet qui se trouve, qui est situé dans les Alpes de Bavière, donc au nord de la chaîne alpine. C'est une rénovation d'un vieux bâtiment qui était destiné à des usages agricoles et situé en Bavière, réalisé par Florian Nagler en 2017. L'approche des concepteurs a été, vu l'importance de ce bâtiment du point de vue formel, mais également à cause de l'histoire qu'il avait eue dans la communauté locale. Donc, l'approche a été de maintenir au maximum, de laisser presque inchangée la forme du bâtiment, mais aussi d'autres aspects de structure en complétant, si nécessaire, lorsque l'on avait besoin d'un changement d'affectation d'usage, en complétant notamment dans la partie intérieure, donc de l'intérieur, avec les structures un peu différentes. Dans la photo, donc, on peut voir une partie de l'extérieur et une photo sur la droite de la structure interne, qui est très intéressante et qui complète la structure traditionnelle avec des éléments contemporains qui servent, qui sont liés aux aspects de production du bâtiment. Voici maintenant d'autres photos. Nous pouvons voir ce que, comme sur la droite, on a cette différenciation entre les zones à caractère productif, celles que l'on voit ici à l'intérieur, et les zones qui ont un caractère plutôt pédagogique dans ce sens, car ici, dans ce bâtiment, on a également des salles didactiques et des bureaux, donc avec un caractère dans les finitions qui est un peu différent. Et sur la gauche, vous pouvez voir donc dans les extérieurs que cette structure crée aussi des espaces couverts, mais à l'extérieur, qui sont quand même protégés tout en étant à l'extérieur. Ici, nous sommes en France, en dehors de la chaîne alpine. Donc là, c'est pas en France, c'est en Suisse, dit M. Tempestini. Nous sommes dans le canton de Neuchâtel. Local Architecture a donc réalisé ce hangar agricole destiné à l'entrepôt de véhicules, d'outils agricoles. Il fait partie d'une série de réalisations sur ce thème qui vient après une autre réalisation, toujours des mêmes architectes, sur le même site de projet. Et l'on voit dans cette photo panoramique sur la gauche le bâtiment historique de la ferme qui se trouve au centre. Et des deux côtés, à droite et à gauche, on a deux architectures contemporaines. La première, c'est une étable
réalisé toujours par la même société d'architectes. La deuxième, c'est une architecture plus nouvelle, à droite de l'ensemble historique. Donc, cet hangar pour les outils agricoles, les aspects les plus intéressants de ce bâtiment sont les aspects morphologiques et structuraux, comme l'on peut voir de la coupe en bas et de la photo à droite, cette morphologie qui est tout à fait particulière pour reprendre en quelque sorte et pour poursuivre. Donc, il s'agit de mettre en relation avec le sol la forme de la structure. Et donc, c'est une forme de structure que l'on voit ici dans la coupe, qui est très articulée et qui a été réalisée en utilisant du bois local, mais avec des technologies avancées réalisées au laboratoire aussi. Cette structure a été amenée sur place et assemblée en autoconstruction par le propriétaire de la ferme elle-même. Et donc, ce thème-là de l'autoconstruction est aussi, après, donc sur un projet du cabinet d'architectes, a été mis en œuvre. Pour ce qui est de la partie conceptuelle, cela a été demandé donc par le client. C'est un autre aspect fort intéressant. Passiamo da delle architetture più a carattere agricolo. Des bâtiments agricoles, on passe à des bâtiments ayant un caractère artisanal, les petits artisanats. Ici, nous sommes dans la vallée Bregaglia. Et voilà un bâtiment de Armando Ruinelli, menuiserie Sciucchetti, réalisé au début des années 90. C'est un ouvrage très intéressant pour différents aspects, surtout pour la manière par laquelle il est en relation avec le bâti historique du petit village. En bas, ici, dans cette coupe, vous pouvez voir que le village à gauche se trouve à une altitude un peu plus importante par rapport à la menuiserie. Pour l'architecte, la menuiserie devait être une sorte de pont entre la rivière et le vieux village. Donc, l'architecte a décidé de réaliser ce bâtiment réparti en deux parties avec cette base en béton où l'on a la véritable menuiserie et la partie haute revêtue en bois avec cette couverture particulière répartie en trois portions descendant vers le bas, donc qui monte depuis la rivière jusqu'au village. La partie supérieure n'est pas en béton, mais elle est revêtue avec des pavillons en mélèze, des bardeaux en mélèze. Cette partie supérieure, c'est un entrepôt pour stocker les matières premières. Ici, vous voyez d'autres photos de ce même projet. À gauche, vous voyez la couverture, le toit, la toiture qui descend vers le bas, depuis le versant de la montagne. À droite, vous avez un détail du bardage en bois, le revêtement en bois de ce bâtiment. Toujours en Suisse, dans le canton des Grisons, on se déplace un peu. On suit l'axe ouest-est vers l'Engadine. Nous trouvons cet ouvrage conçu par Urs Padrun, un architecte des Grisons,
Fuschina da Guarda, voilà le nom de cet ouvrage. Sarebbe appunto una fucina di romanzo, che si trova nel villaggio di Guarda, appunto A Guarda, nella a bassa Engadine, dans la basse Engadine. In questo caso si tratta sempre di un Dans ce fabbricato cas, il artigianale, s'agit toujours d'un bâtiment destiné à manufatto giovanile, l'artisanat sempre come nell'altro caso abbiamo un edificio et bipartito, on a toujours un bâtiment dove la parte séparé en deux sottostante parties. La partie appunto en bas, c'est forma en da béton ospita i armé locali diciamo di lavoro vero e et proprio, abrite che vediamo les nella pièces foto travail, all'interno. les pièces que l'on voit sur la photo Diciamo à una zona droite. anche abbastanza suggestiva La vue est per gli imprenable altri che vi lavorano hein, all'interno, pour mentre les un forgerons elemento qui molto travaillent à interessante di questa l'intérieur. architettura, che tra l'altro è Un stata élément anche très intéressant de cette riconosciuta e architecture, premiata c'est nell'ultimo une premio forge qui internazionale a dell'architettura obtenu inglese un prix Houghton Graubünden, e la parte lors inferiore du perché prix quella più d'architecture superiore des Grisons. è Ben, c'est la partie uno supérieure. Dans la partie spazio supérieure, ad uso pubblico, quindi una sala on pubblica trouve dove i caffettieri des pièces publiques, une lavorano, cafétéria e destinée à uno la spazio communauté. Et puis, il diciamo y a di lavoro également per tutti gli artigiani un espace, c'est un point de rencontre sia pour tous les del artisans villaggio ma anche della bassa du Engadina. village et de la basse Questa Engadine è en la général. C'est un point de fotografia rencontre. Voilà une dell'architettura autre vista dalla photo strada de nei cette spazi architecture che vue vedete depuis la route momentaneamente, Engadine Strasse. in cui appunto si vede molto bene questo Ici, on spazio, voit très bien cet che è espace uno euh, spazio più trasparente rispetto al basamento plus transparent par carattere appunto rapport di au produzione, in cui basement destiné à la production, sono disposti appunto questi où spazi l'on pubblici e retrouve les espaces publics destinés à la abbastanza communauté. avanti cambiamo ulteriormente, diciamo, tipologia Maintenant, voilà une di autre architettura con typologie strumenti fotografici. d'architecture Parliamo di destinée à la un production. Ici, nous progetto sommes face à un projet di différent. una sottostazione elettrica, quindi adesso passiamo C'est une diciamo alla sous-station électrique. categoria di architetture di produzione Alors energetica, là, il come in questo s'agit caso d'architecture il destinée à la trasporto production de di l'énergie, eh, transport de l'énergie plutôt. questa sottostazione elettrica si Cette trova sous-station sempre nei électrique Grigioni, se trouve toujours dans le in canton des prossimità Grisons, di uno à svincolo autostradale, come proximité potete vedere d'un échangeur, l'autoroute, nell'immagine a sinistra, comme vous pouvez le voir dans e la l'image à gauche. particolarità Quelle est la di questo progetto particularité de ce è projet? quella che, anche secondo le parole del progettista, che è Conradin Clavaux, Comme cela a été dit è par la forma l'architecte Conradin deriva Clavou, dalle macchine che si trovano eh all'interno bien, la e che forme de ce bâtiment dérive rendono le des aree di équipements que ispezione l'on diverse. a à Quindi l'intérieur la forma esterna et dell'architettura è des espaces molto a d'inspection. carattere monolitico C'est diciamo une formale, architecture semplista, monolithique, e appunto minimale, la diretta espressione béton à delle vue, macchine che si trovano mais all'interno. c'est l'expression directe des installations que E l'on retrouve à l'intérieur. interessante anche ovviamente, insomma, anche altri aspetti più di dettaglio, come D'autres sono aspects sont questi tout grandi aussi portelloni che si intéressants. vedono bene sulla foto, nella foto a sinistra, Ces portes très grandes in calcestruzzo armato, quindi anche con delle en soluzioni, béton diciamo, armé tecniche avec des solutions abbastanza, techniques insomma, ardite, possiamo dire così. E, assez ambitieuses. appunto, l'aspetto appunto più interessante è questa L'aspect le corrispondenza plus del bordo intéressant, esteriore con c'est la la funzione delle macchine che correspondance si trovano de all'interno la della sottostazione. forme avec la fonction des installations Successivamente situées dans la passiamo sul structure, des tema, machines situées dans la diciamo, structure. dell'energia e rimaniamo in un'altra Toujours sottostazione côté énergie, ici nous avons che une si trova autre appunto in quella zona sous-station électrique dans le in canton Engadine, des Grisons e la en sottostazione Engadine. C'est la sous-station Albanaccia che si trova Albanaccia nei dintorni di qui Silvaplana. se trouve aux alentours de Questo Silvaplana. progetto, al contrario Ce della projet, à la cosiddetta différence de forma, l'autre, anch'esso può essere assimilato a una forma bien minimale qu'il soit e assimilé à une monolitica, forme minimale et appunto monolithique à interamente la fois, differente il a un con i paesaggi rapport in tout cui à si fait trova, différent au perché paysage dans rispetto lequel il al progetto s'inscrit. precedente in cui ci trovavamo Par rapport au appunto in projet zone précédent, là, on était à nelle proximité d'un vicinanze di échangeur altri impianti d'autoroute industriali, et dans les alentours, il y diciamo a un d'autres contesto già sites in qualche industriels. modo Donc, c'était un corrotto, ecco, contexte corrompu, dalla mano entre dell'uomo. guillemets, Questo par la main de invece l'homme. è un Ici, contesto nous ben sommes architettonico e dans un paesaggistico
contexte précieux côté paysage, côté nature, comme vous pouvez le voir sur ces deux photos dans cette planche. L'objectif des architectes, Hans-Jörg Ruch, l'objectif de l'architecte a été le suivant: mimétiser l'architecture par rapport à l'environnement. La solution pour obtenir ce résultat a été la suivante: enterrer, mettre sous terre partiellement le volume de l'architecture et puis revêtir le bâtiment avec de la pierre locale. Donc, le bâtiment se détache. C'est un peu comme s'il s'agissait d'une forteresse naturelle, comme s'il s'agissait d'une roche. Là, c'est le véritable camouflage. Donc, c'est un bâtiment ayant une fonction industrielle. Son impact est très fort vis-à-vis de l'environnement naturel. Mais l'approche, c'est de se camoufler dans le paysage. Je passe maintenant la parole à mon collègue Christian, que vous avez déjà connu avant. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors, je vais passer en revue les projets. On est toujours dans le cadre de projets qui concernent la production de l'énergie. Donc, projet pour le chauffage. C'est un projet à Bressanone, dans le sud Tyrol, dont les architectes sont Modus Architects. C'est un projet datant de 2006 et il a déjà été cité avant par Eleonora Gambarini. Ici, on se trouve en Haut-Adige, le sud Tyrol. C'est une centrale de cogénération. Du point de vue de la production, il s'agit de production d'énergie mécanique destinée au chauffage de bâtiments inscrits dans un tissu urbain, comme c'est le cas ici. Donc, voilà le défi, inscrire ce bâtiment dans un tissu bâti consolidé. Et donc, par conséquent, les architectes ont dû raisonner du point de vue morphologique. Un bâtiment qui a un impact important du point de vue de l'espace dans un lot, dans un terrain assez petit. Voilà pourquoi, du point de vue du plan masse, le bâtiment s'adapte parfaitement à la forme de l'espace sur lequel il a été conçu. C'est un trapèze. La coupe nous permet de comprendre quelle était la volonté des architectes. Raisonner pour insérer ce bâtiment dans un tissu urbain consolidé, un bâtiment industriel. Donc, enterrer partiellement les installations de ce bâtiment. Voilà l'une des clés parmi les plus importantes ayant permis d'insérer ce bâtiment dans le tissu urbain. Comme vous pouvez le voir ici, grâce aux photos, ce bâtiment est masqué par double mur en bâton armé, un rideau métallique plutôt. C'est un rideau métallique en spirale coïncidant avec le offset, la flexibilité au toit du bâtiment. Comme l'a dit Eleonora Gabarini, ce bâtiment, qui est un bâtiment industriel, souvent il est considéré comme un bâtiment clos.
qui ne peut être fréquenté que par les techniciens. Ici, c'est le contraire. On redéfinit l'espace de production et l'espace industriel. On redéfinit un véritable espace public. Le toit du bâtiment, qu'est-ce que c'est? C'est un espace ouvert, accessible. C'est un véritable skate park sur le toit, sur la toiture. Et cela améliore la qualité de l'espace et la qualité de l'environnement dans lequel le bâtiment s'inscrit. Puis, on est toujours sur cette catégorie de projets qui s'occupent de la production de l'énergie. Ici, nous sommes à proximité de Bressanone. On est dans un village à côté de Bressanone. On est à Midland, toujours dans le sud Tyrol, le Haut-Adige. C'est un projet qui date d'il y a 10 ans, qui a été achevé en 2011. Il prévoit ces formes sinueuses qui abritent à l'intérieur des réservoirs, des citernes d'eau chaude pour le réseau de chauffage du village. Dans ce cas aussi, comme dans le cas précédent, le bâtiment n'est pas situé à l'écart par rapport au tissu urbain, mais il est assez central par rapport au village. Il se trouve à côté de l'école primaire du village et il se trouve à côté de la place principale du village même. Le projet, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de 5 réservoirs d'eau chaude, l'un à côté de l'autre. Vu leur taille, c'est une taille assez importante, c'est une dimension importante. Le diamètre de ces citernes, 5 mètres, hauteur 11 mètres. Donc, les architectes ont dû s'interroger sur le meilleur rapport au paysage avec le bâti tout autour. Voilà pourquoi dans la coupe, on peut comprendre quelle a été la volonté des architectes. Cacher dans le sous-sol un peu le bâtiment pour réduire l'impact de la hauteur de ce produit. Les 5 réservoirs sont situés les uns à côté de l'autre et ils sont revêtus par du métal. Il s'agit de métal vertical, ce qui crée un objet plastique qui essaye de bien se situer dans le paysage tout autour. La structure du bâtiment est en béton armé et donc la partie basse du bâtiment. Et puis on a en haut cette structure métallique légère qui définit la véritable morphologie du bâtiment. Et maintenant, nous nous déplaçons en Slovénie. On change de typologie de bâtiment lié à la production. Ici, on est à Pivka, un petit village en Slovénie. Il s'agit d'un projet de Declevala Gregorici Architecti de 2005. Le projet est un centre pour le recyclage des métaux. À l'intérieur de ce bâtiment, que se produit-il? La sélection de différentes typologies de métaux qui ensuite sont recyclés. Le bâtiment, disais-je, est développé de façon horizontale. Son agencement est un agencement horizontal. Le fil rouge, c'est ce basement en béton armé qui, ici, est un peu plus haut. Et il s'agit là de l'élément architectural qui assure le même langage au bâtiment tout entier. Côté fonctionnel, comme je le dis avant,
À l'intérieur de cet espace, on stocke les métaux. Les deux bâtiments latéraux en béton armé assurent le stockage et le démarrage du processus de recyclage. Dans la partie centrale, plus légère, plus transparente, réalisée par cette structure entièrement en acier, eh bien là, au milieu, il y a les bureaux, hein, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo. On perçoit le caractère horizontal du projet. En arrière-plan, le mur en béton armé qui représente le fil rouge dans ce rideau horizontal. Et puis, l'élément plus léger représente la partie destinée à la direction de cette usine de recyclage. C'est une structure très légère en acier, revêtue en tôle, ce qui permet des jeux intéressants qu'on voit ou ne voit pas. Toujours dans le cadre de cette typologie de bâtiment, ce projet est un projet que nous avons vu, qui a été cité avant et qui a été cité par Eleonora Garbarini. Ici, on est à Brunico. Ici, c'est la déchetterie de Comfort Architect. C'est un projet achevé en 2015. Et il s'agit là d'une usine pour la collecte des ordures ménagères des communes environnantes. Les déchets qui arrivent dans ce bâtiment sont soumis à une procédure de compression, ils sont comprimés et puis ils sont transportés dans un incinérateur. Diciamo, fondamentalmente un capannone industriale ed è posizionato, diciamo, C'est un bâtiment industriel qui n'est pas positionné dans une zone urbaine, mais dans une zone industrielle. La spécificité de ce projet est l'enveloppe extérieure qui est développée, qui se développe, qui est réalisée en métal déployé. On essaye de contribuer d'un côté à la valorisation architecturale de ce bâtiment dont la fonction est typiquement industrielle, mais l'on a aussi un choix attentif, un choix bien précis au niveau chromatique avec les tons du gris et du vert qui permettent à ce bâtiment de s'intégrer de façon intéressante dans le paysage, dans le contexte où il se trouve. Ensuite, un autre type de bâtiments qui ont été insérés dans cette galerie, ce sont les bâtiments industriels qui ont à leur intérieur une partie dédiée aux bureaux, donc au secteur tertiaire. C'est un projet que nous avons vu tout à l'heure aussi, de Roland Baldi et Johannes Niederstetter, de Technoalpine. Technoalpine est justement, comme l'a dit Eleonora Garbarini, c'est une entreprise qui est leader au niveau mondial dans la production de neige artificielle. La spécificité de ce bâtiment est son revêtement. Le revêtement est réalisé avec des éléments en verre, en polycarboné, opalin, qui permettent l'entrée de la lumière naturelle et ce qui donne une spécificité intéressante à ce bâtiment. Cela évoque la couleur de la neige, en quelque sorte. Les niveaux se superposent, comme l'on peut voir sur l'image de droite. Et ils sont, donc du point de vue fonctionnel, cela a été intéressant. Ils sont en porte-à-faux, donc cela est intéressant de déterminer, d'avoir des espaces couverts en dehors de ce bâtiment. Et de l'autre côté, l'on a également prévu des
partie pour les tests des canons à neige qui sont produits dans cet établissement, dans cette usine. Pour passer encore au prochain projet, là, il s'agit par contre d'un bâtiment à usage d'habitation avec des bureaux et un hangar où il y a une activité artisanale à Falses, dans le Valpusteria, toujours dans le Tirol du Sud. C'est un projet assez récent. Bachmann. L'operazione che hanno fatto gli architetti è un'operazione molto interessante. Mal. Dans les images en bas à droite, l'on peut voir l'état de fait de ce bâtiment et par conséquent l'intervention. Il s'agit d'un projet de réfection de l'enveloppe existante, donc les deux premiers étages, et d'une partie surélevée pour obtenir de nouveaux espaces. Et donc, fondamentalement, à partir d'un bâtiment anonyme, un bâtiment assez usuel des années 80, les concepteurs ont décidé de conserver le bâtiment existant. En effet, les ouvertures ont été maintenues et l'on a réalisé cette enveloppe, cette deuxième enveloppe qui donne l'impression d'uniformité au bâtiment tout entier et qui présente également des fonctions intéressantes du point de vue énergétique, car cette opération de conception d'une nouvelle enveloppe avec cette structure métallique, avec la surélévation, a eu pour but de rénover le style de ce bâtiment en améliorant en même temps les performances énergétiques de celui-ci. Cela a été réalisé grâce à une structure métallique très légère qui soutient des panneaux en polycarbonate. Et donc, cela donne cette allure intéressante au bâtiment reconstruit. Et qui siamo in territorio svizzero, siamo nella Svizzera tedesca. Le dernier projet concerne la Suisse allemande. C'est un projet tout récent qui a été réalisé en 2020, signé par Seiler Linhart Architects, et c'est le siège de bureau de direction de la Kung Holzbau. Il s'agit d'une entreprise qui réalise des constructions en bois et ce bâtiment, du point de vue de l'entreprise, a eu une signification, a eu un sens. Il est un véritable manifeste, un peu comme une pancarte publicitaire du nouveau système de construction qui a été breveté par Kung Holzbau, appelé Holzbourg. La spécificité de ce système de construction est qu'il permet la construction de bâtiments en bois sans utiliser la charpente métallique, en ayant recours seulement des cols et des joints à sec. Et la particularité de ce bâtiment est justement sa construction, sa démarche de construction qui se répercute du point de vue énergétique et qui est vertueux du point de vue des matériaux et des types de construction qui ont été adoptés dans le cadre, à l'intérieur de ce bâtiment même. Et ce bâtiment accueille les bureaux ainsi qu'une salle de réunion. On a une cafétéria et différents espaces qui composent la partie dédiée au tertiaire de cette entreprise. Du point de vue de l'architecture, ce bâtiment a été l'un des candidats au prix Constructive Alps de 2022.
pour ses caractères vertueux et du point de vue de la construction, comme on le peut voir très bien sur le plan, il a donc une structure qui accueille les escaliers et l'ascenseur en béton armé. Et puis, on a toute la structure en bois environnante et la structure à sec. Et dans la prochaine diapo, on voit exactement très bien ce système de balcon qui entoure à 360 degrés le bâtiment. C'est un peu une réinterprétation contemporaine des balcons traditionnels de la Suisse centrale qui sont un espace extérieur, mais qui représentent aussi un système intéressant au niveau de la performance énergétique. Je vais laisser la parole à Roberto Dini pour conclure. Merci Matteo et Christian. Je dirais que tu as vraiment touché un thème en matière de qualité. Toutes ces interventions, mis à part la qualité formelle, l'esthétique, ont des objectifs de qualité environnementale et énergétique. Nous l'avons vu tout à l'heure. Aussi pour le refroidissement justement du bâtiment. La finalité, c'est la durabilité globale du bâtiment. Merci. Donc, pour clôturer notre rencontre, je passe la parole à Roberto Dini. Merci. Bonsoir à tous. J'ai 15 minutes à ma disposition. Je vais donc faire un peu un tableau général et reprendre ce que vous venez d'entendre en introduisant également quelques précisions sur le travail effectué grâce à la revue. Je tiens à remercier la Fondation Courmayeur-Mont-Blanc pour ce rendez-vous désormais récurrent qui est très important pour nous et qui nous donne l'occasion de présenter le travail de recherche effectué. Je remercie Caterina Franco pour son intervention très exhaustive, ainsi que les autres membres de la rédaction qui ont illustré les différents apports qui sont contenus dans ce numéro. Dans ce laps de temps qui est assez réduit, je voudrais dire quelque chose sur la démarche, sur la méthode de travail que l'on adopte à la rédaction de la revue. Ce n'est pas seulement une revue qui repropose au sens strict des architectures déjà publiées ailleurs. On ne publie pas toujours des projets inédits, mais ce qui nous intéresse, c'est de situer ce que l'on repropose au sein dans une perspective, selon un point de vue différent. Et notre rôle est d'aller rechercher et d'aller trouver des projets nouveaux et des réalisations nouvelles. Et je me réfère en particulier aux deux numéros que nous avons, numéro 5 et le 6, consacrés à l'architecture des Alpes orientales ou de l'Ouest. Et là, vraiment, nous avons été chercher les sites Internet des cabinets et des études des cabinets d'architectes. Et donc, grâce aux différents témoins qui sont sur le territoire et qui nous soumettent des architectures réalisées dans des réalités intéressantes. Je tiens donc à dire que ce numéro, comme les autres, dans notre sont vraiment construits à partir d'en bas. Donc, je tiens vraiment à remercier les différents architectes qui mettent à disposition leur matériel et leur réalisation. Parfois, les architectes se sont intéressés à raconter leurs projets dans des contextes de relations, de développement. Ils écrivent également des essais et ils deviennent donc des auteurs par là. Et donc, en plus d'être des concepteurs, ils racontent de façon intéressante leurs expériences.
à d'autres occasions, c'est nous, comme dans le cas de la galerie qui a été illustrée par nos deux doctorants, c'est nous, en tant que rédacteurs, qui nous mettons en contact avec les concepteurs, qui essayons de reproposer, de proposer des narrations, des architectures. Et donc, c'est une invitation que je vous adresse. On a plusieurs architectes, j'imagine, qui sont connectés et qui travaillent dans le contexte alpin. Et je vous demande vraiment de nous signaler, de signaler à la rédaction des réalisations qui pourraient être intéressantes pour les prochains numéros de la revue. Cela pour vous dire que la revue est aussi un outil de recherche, un observatoire grâce auquel nous effectuons un suivi de ce qui se passe dans le territoire qui nous intéresse. Dans les prochains numéros, dans les prochaines parutions, on aura un numéro 9 dédié aux relations, aux nouvelles significations du rapport entre architecture et environnement, donc les évolutions récentes, le thème du changement climatique, l'utilisation correcte de ressources et comment la production architecturale est en train d'intercepter, de saisir ces thèmes très actuels. Et la parution est prévue d'ici peu. En 2023, c'est le 10e numéro de la nouvelle série et donc de la revue imprimée. Et ce sera donc une 10e cette parution sera un peu différente et axée sur les autres montagnes, les montagnes autres que les Alpes. Nous allons donc interviewer des témoins ad hoc et voir ce qui se passe un peu partout dans le monde, dans les Balkans, dans les Apennins, dans l'Amérique du Sud, dans d'autres chaînes montagneuses d'Europe. Et je termine en reprenant certaines questions de base qui me permettent là aussi de souligner certains éléments. C'est un peu la philosophie à la base de tous les numéros de la revue et de ce numéro consacré à la production en particulier. L'idée est que l'architecture est une compétence de type horizontal, transversal. Et cela, on le voit car on réunit des compétences techniques de secteurs spécialisés très différents et techniques. Et cela donc est évident. Donc, ce rôle de reconnexion entre les espaces architecturaux, les espaces techniques, mais notamment l'espace social et collectif du paysage, de l'environnement et du patrimoine, comme nous l'avons vu pour ce qui est de l'intervention de Contrada Briccone. Donc, au niveau horizontal, cela peut être valable. C'est un élément intéressant qui permet d'ouvrir de nouvelles possibilités de travail et d'approfondissement. Grâce à ce dialogue que les architectes ont avec leurs clients, avec les artisans, avec les éleveurs, avec tous les autres intervenants et toutes les parties prenantes du territoire. Je pense que donc certaines questions ont déjà été écrites dans le chat. Les intervenants ont déjà répondu. Donc, je vais laisser la parole pour un dernier mot à la Fondation Courmayeur. Roberto Ruffier. Merci, Roberto. Les questions ont trouvé une réponse, je crois. Il me semble bien que l'on a répondu à toutes les questions posées. Je remercie à mon tour tous les intervenants, tous les conférenciers, la rédaction d'Arcalp tout entière. Ce numéro est très riche. Je te remercie pour nous avoir aussi dit quelque chose sur les nouveaux numéros à venir. Cela nous permet de dire que la collaboration va se poursuivre avec l'Institut d'architecture de montagne, le Polytechnique de Turin, la Fondation. Et donc, d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous au prochain hiver, probablement pour la présentation du numéro 9.
Et vu qu'il est assez tard, donc on a quand même respecté les temps de parole. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée.